Un grand bonjour et un grand merci aussi à tous ceux et celles qui suivent régulièrement cette chaîne Smart SVT. Dans cette vidéo, je vais vous proposer l'exercice sur le muscle qui a été proposé à l'examen national de 2020, option physique. Ça entre dans le cadre de l'unité 1, consommation de la matière organique et flux d'énergie, qui intéresse aussi bien les deuxièmes années PC que les deuxièmes années SVT. Et bien sûr, les objectifs de telle vidéo, c'est de vous aider à apprendre comment répondre aux questions de la partie 2, c'est-à-dire raisonnement scientifique et communication écrite et graphique, que vous trouvez aussi bien dans les contrôles continus que dans l'examen national, où cette partie représente environ 75% de la note finale. Voici notre exercice en entier, si vous voulez prendre une capture d'écran. Et vous voyez qu'il y a pas mal de données qui méritent d'être discutées. Alors voyons les détails, zoomons sur la première partie et lisons les énoncés de l'exercice. Les personnes atteintes d'une maladie pulmonaire appelée BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, souffrent d'un dysfonctionnement grave de certaines fonctions physiologiques du corps. La détérioration de la fonction musculaire est considérée comme l'un des symptômes courants de cette maladie. Pour connaître les manifestations et les causes de la détérioration de la fonction des muscles squelettiques striés chez les patients BPCO, on présente les données suivantes. Le document 1 présente une observation microscopique des myofibrilles du quadriceps chez une personne atteinte de BPCO, figure A, et une personne saine, figure B, et les résultats de mesure de certaines caractéristiques musculaires chez les personnes atteintes de BPCO et les personnes saines, la figure C. Voici notre document numéro 1 avec ces trois figures, figure A, figure B et figure C. Alors, première question, en vous basant sur le document 1, relevez les manifestations de la détérioration observée au niveau des muscles squelettiques qui caractérisent les personnes atteintes de BPCO. Donc, cette question est sur 0,75 points. Exploitons les figures A et B du document 1. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la figure A et la figure B? Vous voyez ici, les traits noirs, ce sont des stries Z, donc qui délimitent les sarcomères. Donc on voit plusieurs myofibrilles avec leurs sarcomères. Dans la figure A, chez la personne atteinte de BPCO, également on voit des sarcomères normaux, mais ici on voit des blessures qui ont détruit des sarcomères. Donc des sarcomères qui ont été détruits par une blessure. Et donc c'est ce qu'on va noter dans notre brouillon. Dans le muscle du malade, il y a des blessures qui ont détruit quelques sarcomères. Alors que dans le muscle de la personne saine, ces blessures sont absentes. Il n'y a pas de blessures, donc les sarcomères sont intacts. Exploitons maintenant la figure C du même document 1. Qu'est-ce qu'on a dans la figure C? Un petit tableau dans lequel on a comparé deux paramètres. La tension de la secousse musculaire en newton, qui traduit la force de la contraction chez les personnes atteintes de BPCO et chez les personnes saines. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? D'abord, chez les personnes atteintes, elle est de 60 newtons, alors que chez les personnes saines, elle est de 143 newtons. Et donc, il apparaît clairement que chez les personnes atteintes, elle est inférieure, elle est plus faible que celle des personnes saines. Donc, première observation, la tension de la secousse musculaire des personnes atteintes de BPCO, 60 newtons, est inférieure à celle des personnes saines, qui est de 143 newtons. Donc, elle est plus faible chez les personnes malades. Le deuxième paramètre, la moyenne de la surface de section des muscles de la cuisse en centimètres carrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire surface de section?
Voici notre muscle. Si on fait une coupe transversale dans ce muscle, voici notre surface de section. Alors, chez les personnes atteintes de BPCO, vous voyez qu'elle est de 80 cm², alors que chez les personnes saines, elle est de 110 cm². Là aussi, vous voyez qu'elle est inférieure chez les personnes atteintes de BPCO. Donc, deuxième observation, la moyenne de la surface de section des muscles des personnes atteintes de BPCO, qui est de 80 cm², est inférieure, plus faible, à celle des personnes saines, qui est de 110 cm². Et donc, on peut répondre à la première question de la manière suivante. On observe dans la figure A du document 1 que le muscle de la personne atteinte de BPCO montre des blessures qui ont détruit quelques sarcomères, alors que ces blessures sont absentes dans le muscle de la personne saine, c'est-à-dire la figure B. Dans la figure C du document 1, on constate que la tension de la secousse musculaire chez la personne atteinte de BPCO, qui est de 60 newtons, est plus faible que celle de la personne saine de 143. Enfin, de même, on constate que la surface de la section des muscles de la personne atteinte de BPCO, qui est de 80 cm², est moins importante que celle de la personne saine, entre parenthèses, de 110 cm². Et voilà nos 0,75 points. Deuxième partie de l'exercice, afin de déterminer les causes de la faible activité musculaire chez les patients atteints de BPCO, on propose le document 2 qui présente les résultats d'une étude de la distribution des types de fibres musculaires chez une personne atteinte de BPCO et chez une personne saine, figure A, et certaines propriétés des fibres musculaires, figure B. Voici le document 2 avec toujours la figure A et la figure B. Question numéro 2. En exploitant le document 2, comparer, donc premier verbe, comparer la distribution des types de fibres musculaires entre la personne atteinte de BPCO et la personne saine, et déduisez en justifiant votre réponse la voie métabolique dominante adoptée pour la production de l'énergie au niveau des muscles de la personne atteinte de BPCO. 1.75. Commençons l'exploitation du document 2 par la figure A pour répondre à la première partie de la deuxième question. En exploitant le document 2, comparer la distribution des types de fibres musculaires entre la personne atteinte de BPCO et la personne saine. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la figure A? Qu'est-ce qu'on étudie? Le pourcentage des fibres musculaires en pourcent. Et quelles sont ces fibres musculaires? Il y a les fibres de type 2 et les fibres de type 1. Et donc, dans les deux cas, chez les deux personnes saines et atteintes, on trouve les deux types de fibres musculaires. Donc, premier point à signaler, les muscles des deux personnes contiennent deux types de fibres, fibres de type 1 et fibres de type 2. Deuxième chose, les différences. Vous voyez que la personne saine, elle contient environ 30% de fibres musculaires de type 2. Alors que la personne atteinte, elle contient 45% à peu près. Donc, deuxième point à signaler, le pourcentage des fibres de type 2 est plus élevé chez la personne atteinte de BPCO par rapport à la personne saine. Enfin, les fibres de type 1, chez la personne saine, c'est environ 60%, alors que chez la personne atteinte, c'est environ 30%. Donc, le pourcentage des fibres de type 1 est plus faible chez la personne atteinte de BPCO que chez la personne saine. Alors, passons à l'exploitation de la figure B pour répondre à la deuxième partie de la question. Déduisez en justifiant votre réponse la voie métabolique dominante adoptée pour la production de l'énergie au niveau des muscles de la personne atteinte de BPCO. Donc, deux choses importantes. Premièrement, on nous demande la voie métabolique. Et quand on entend voie métabolique, ça veut dire
soit la respiration cellulaire, soit la fermentation. Deuxièmement, on ne demande la voie métabolique que chez la personne atteinte de BPCO. Rappelez-vous tout à l'heure, on avait dit que les muscles des personnes atteintes de BPCO sont plus riches en fibres de type 2. Et donc, on va s'intéresser beaucoup à ces fibres de type 2. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la figure B? Premier et deuxième paramètre, la taille des fibres et la résistance à la fatigue, ils ne nous seront pas très utiles dans cette question. Donc, on ne va pas utiliser les deux premiers paramètres. Par contre, le nombre de mitochondries, oui, il est important. Et vous voyez que les fibres de type 2 ont très peu de mitochondries par rapport aux fibres de type 1. De même, l'activité des enzymes oxydatives dans les fibres de type 2 est très faible par rapport à celle, à l'activité des fibres de type 1. Et donc, on va noter cette première, ou bien ces deux observations en une seule phrase. Les fibres de type 2 ont peu de mitochondries et ont une faible activité des enzymes oxydatives. Cela veut dire que ces fibres de type 2 consomment peu d'oxygène. Donc, ils n'utilisent pas trop l'oxygène. Passons à l'avant-dernier paramètre, c'est-à-dire l'activité des enzymes glycolytiques, c'est-à-dire les enzymes de la glycolyse. Et vous voyez que les fibres de type 2 ont une forte activité de ces enzymes par rapport aux fibres de type 1. De même, l'activité de l'enzyme LDH, c'est-à-dire l'enzyme qui catalyse les réactions de la production de l'acide lactique, qu'on appelle la lactate déshydrogénase. Son activité est très élevée dans les fibres de type 2 par rapport aux fibres de type 1. Ça veut dire que les fibres de type 2 produisent beaucoup d'acide lactique. Donc, deuxième constatation, les fibres 2 ont une forte activité des enzymes glycolytiques et de l'enzyme LDH qui catalyse les réactions de la formation de l'acide lactique. Donc, les fibres de type 2 produisent beaucoup d'acide lactique. Et donc, si on tient compte de ce qu'on a dit tout à l'heure, que les muscles des personnes atteintes de BPCO sont très riches en fibres de type 2, donc on peut conclure, on peut déduire que la voie métabolique dominante chez la personne atteinte de BPCO est la fermentation lactique. Voilà, on peut maintenant répondre à notre question numéro 2. On observe, d'après la figure A du document 2, que les muscles de la personne atteinte de BPCO et de la personne saine contiennent deux types de fibres notés 1 et 2. C'est le point commun entre les deux muscles. D'autre part, on constate que les fibres de type 2 sont plus nombreuses dans les muscles de la personne atteinte de BPCO par rapport à la personne saine. Enfin, le pourcentage des fibres de type 1 est plus faible dans les muscles de la personne atteinte de BPCO comparé à la personne saine. Deuxième partie de la question 2. On constate d'après la figure B du document 2 que les fibres de type 2 sont moins riches en mitochondries et ont une faible activité des enzymes oxydatives, ce qui indique qu'elles consomment peu d'oxygène. Par contre, les fibres de type 2 ont une forte activité des enzymes glycolytiques, les enzymes de la glycolyse, ainsi que de l'enzyme LDH, lactate déshydrogénase, qui catalyse les réactions de la formation de l'acide lactique. Et puisque les muscles de la personne atteinte de BPCO sont plus riches en fibres de type 2, on peut déduire que la voie métabolique dominante est la fermentation lactique. Préparons notre réponse à la question 3 et rappelons-la, en vous basant sur ce qui précède et vos connaissances, expliquez la faible activité musculaire chez la personne atteinte de BPCO. Alors commençons par la figure B du document 2, où on trouve que la résistance à la fatigue est très faible dans les fibres de type 2 par rapport aux fibres de type 1. Donc les fibres de type 2 ont une faible résistance à la fatigue, donc elles se fatiguent rapidement. Deuxièmement, on avait dit que les fibres de type 2 utilisent principalement la fermentation lactique. Or, la fermentation lactique a un faible rendement énergétique. Troisièmement, on a dit que les muscles des personnes atteintes de BPCO sont riches en fibres de type 2 et montrent des blessures
qui détruisent certains sarcomères. Et donc tout cela fait que les muscles des personnes atteintes de BPCO développent une faible activité musculaire. Donc on pourrait résumer la réponse à la troisième question ainsi. Les muscles de la personne atteinte de BPCO sont plus riches en fibres de type 2 et portent des blessures qui détruisent certains sarcomères. Or, les fibres de type 2 utilisent la fermentation lactique qui a un faible rendement énergétique. D'autre part, les fibres de type 2 ont une faible résistance à la fatigue, c'est-à-dire qu'elles se fatiguent rapidement, après bien sûr la figure B du document 2. Pour toutes ces raisons, la personne atteinte de BPCO développe une faible activité musculaire. Troisième partie, la LDH, la lactate déshydrogénase, la créatine kinase et la citrate synthase sont des enzymes qui jouent un rôle clé dans la production de l'énergie au niveau des muscles. Le document 3 présente les résultats de mesure de la concentration de ces enzymes chez une personne saine et une personne atteinte de BPCO, figure A, ainsi que le rôle de la créatine kinase et de la citrate synthase dans la production de l'ATP, figure B. Alors voici les deux figures du document 3, figure A et figure B. La question 4, en exploitant le document 3, expliquez la dominance de la voie métabolique déterminée dans votre réponse à la question 2 chez les personnes atteintes de BPCO. Donc on avait dit dans la question précédente que la voie métabolique dominante est la fermentation lactique. Maintenant, il faut l'expliquer. Pourquoi c'est la voie de la fermentation lactique qui est dominante chez les personnes atteintes de BPCO. Alors exploitons le document 3 et on va subdiviser cette exploitation en trois parties. La première partie, qu'est-ce qu'on a comme paramètre? Premier paramètre, c'est la citrate synthase. Alors, je ne connais pas la citrate synthase, je vais la chercher dans la figure B. Où est la citrate synthase? La voici. Et donc, vous voyez que la citrate synthase, CS, elle intervient dans le cycle de Krebs. Et qui dit cycle de Krebs dit la matrice mitochondriale, donc en présence d'oxygène. Donc, les oxydations respiratoires. Et on voit que la concentration de la citrate synthase chez la personne atteinte de BPCO est inférieure à sa concentration chez la personne saine. Donc, premier point, les muscles de la personne atteinte de BPCO ont une faible concentration de la citrate synthase qui intervient dans le cycle de Krebs. C'est-à-dire qu'il y a une faible intensité des oxydations respiratoires. La deuxième partie, on va s'intéresser au deuxième paramètre, c'est-à-dire la concentration de la créatine kinase. Alors, qu'est-ce que c'est que la créatine kinase? On va la chercher dans la figure B. La voici. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit l'ATP à partir de la phosphocréatine, mais elle peut faire la réaction inverse, produire la phosphocréatine à partir de l'ATP. Et dans les muscles des personnes atteintes de BPCO, on voit que la concentration de cette enzyme, la créatine kinase, est inférieure à sa concentration chez la personne saine. Et donc là aussi, le deuxième point, les muscles de la personne atteinte de BPCO ont une faible concentration de la créatine kinase qui permet la synthèse de l'ATP à partir de la phosphocréatine. Ça veut dire que dans les muscles de la personne atteinte, il y a une faible régénération de l'ATP à partir de la phosphocréatine, PCR ou bien PC. Troisième partie du document 3, troisième paramètre, c'est la LDH, concentration de la LDH. Alors, petit problème, je ne trouve pas le LDH dans la figure B. Mais, si je reviens à mon document 2, la figure B, vous voyez que vous avez l'activité de l'enzyme LDH et on nous dit que l'enzyme LDH catalyse les réactions de la production de l'acide lactique. Donc, elle intervient dans la fermentation lactique. Et qu'est-ce qu'on a dans la figure A du document 3? La personne atteinte de BPCO a une forte concentration de cette enzyme.
beaucoup plus élevé par rapport à la personne saine. Et donc, cela veut dire que les muscles de la personne atteinte de BPCO ont une forte concentration de l'enzyme LDH qui catalyse les réactions de la formation de l'acide lactique, c'est-à-dire, elle se base sur la fermentation lactique qui est très active chez la personne atteinte de BPCO. Voilà, la réponse à notre question numéro 4 pourrait être la suivante. Les muscles de la personne atteinte de BPCO ont une faible concentration de la citrate synthase qui catalyse une réaction du cycle de Krebs, ce qui indique que l'activité respiratoire de ces muscles est faible. De même, les muscles de la personne atteinte de BPCO ont une faible concentration de la créatine kinase qui catalyse la production de l'ATP à partir de la phosphocréatine, ce qui indique que ces muscles utilisent très peu la voie de la phosphocréatine pour régénérer l'ATP. Enfin, les muscles de la personne atteinte de BPCO ont une forte concentration de l'enzyme LDH qui participe aux réactions qui produisent l'acide lactique, ce qui prouve que ces muscles utilisent essentiellement la fermentation lactique pour régénérer l'ATP. Tous ces paramètres, c'est-à-dire faible concentration de la citrate synthase, faible concentration de la créatine kinase et forte concentration de LDH, indiquent que c'est la voie de la fermentation lactique qui domine dans les muscles de la personne atteinte de BPCO. Dernière partie. Pour améliorer la fonction des muscles squelettiques striés, les personnes atteintes de BPCO subissent des entraînements spéciaux. Le document 4 montre les mesures de certains caractères du muscle quadriceps chez des patients atteints de BPCO avant et après un entraînement durant 4 semaines. Voici notre document 4 avec les 5 paramètres mesurés avant l'entraînement et après l'entraînement. La question 5, en exploitant le document 4 et ce qui précède, montrer la relation entre la pratique d'entraînement et l'amélioration de la fonction des muscles squelettiques chez les personnes ou bien chez les patients BPCO. Alors, commençons l'exploitation du document 4. Donc il y a différents, on a dit 5 paramètres. Donc commençons par le premier qui est la tension de la secousse musculaire en newton. Et la tension, elle est proportionnelle à la force de contraction. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les résultats? Après l'entraînement, c'est 67, mais avant l'entraînement, c'était 60. Donc, il y a une augmentation de la tension, c'est-à-dire de la force musculaire. Donc, la tension de la secousse musculaire a augmenté après l'entraînement. Donc, on peut dire qu'il y a une amélioration de la force musculaire. Deuxième paramètre, activité de la créatine kinase. Tout à l'heure, on avait dit que la créatine kinase permet la production de l'ATP à partir de la phosphocréatine. Et là, on voit que l'activité de cette enzyme après l'entraînement a augmenté par rapport à ce qu'on avait avant l'entraînement. Deuxième point, donc, l'activité de la créatine kinase a augmenté après l'entraînement. Ça veut dire qu'il y a une amélioration de l'utilisation de la phosphocréatine pour régénérer l'ATP. Les autres paramètres du document. Donc, troisième, on a la citrate synthase, l'activité de la citrate synthase. Tout à l'heure, on avait dit que cette enzyme contribue au cycle de Krebs. Et donc, on voit que l'activité de la citrate synthase après l'entraînement a augmenté par rapport à ce qu'on avait avant l'entraînement. De même, on voit que la consommation d'oxygène également a augmenté par rapport à ce qu'on avait avant l'entraînement. Et donc on a l'activité de la citrate synthase et la consommation d'oxygène ont augmenté, ce qui indique qu'il y a une amélioration de la capacité respiratoire, c'est-à-dire du métabolisme aérobie. Enfin, on a la production de l'acide lactique. Vous voyez qu'elle est devenue inférieure à ce qu'il y avait avant l'entraînement. Donc la production de l'acide lactique a diminué après l'entraînement. Ça veut dire que le muscle utilise moins la fermentation lactique et donc il y aurait moins d'accumulation de l'acide lactique.
Répondons maintenant à la question 5. On constate d'après le document 4 qu'il y a une augmentation de la tension après l'entraînement, ce qui indique une amélioration de la force musculaire du malade. D'autre part, on constate une augmentation de la consommation d'oxygène et de l'activité de la citrate synthase, enzyme du cycle de Krebs, après l'entraînement, ce qui indique une amélioration des oxydations respiratoires ou bien de la voie aérobie chez le patient. De même, on constate une augmentation de l'activité de la créatine kinase après l'entraînement, ce qui indique une amélioration de l'utilisation de la phosphocréatine pour régénérer l'ATP chez le patient. Enfin, on constate une diminution de la production de l'acide lactique après l'entraînement, ce qui prouve que les muscles du patient utilisent moins la fermentation lactique. Ainsi, l'entraînement a stimulé la régénération de l'ATP par la voie respiratoire et la voie de la phosphocréatine aux dépens de la fermentation lactique. Ceci permet une production plus importante et plus rapide de l'ATP, d'où une amélioration de la tension de la secousse musculaire et par conséquent une amélioration de la performance des muscles des patients. J'espère que cette petite contribution pourrait vous être utile et vous aider à mieux préparer votre bac. N'oubliez pas, la pluie est faite de petites gouttes. Bon courage. Petites gouttes. Bon courage.